Bientôt, on va parler du pays de Pasteur Rido Komi, la crise ouverte au sein du bureau directeur de l'UFC. Mais bien avant, on continue notre route. Au Mali, on parlait de ces manifestants qui réclament le retrait de leur pays de la CEDEAO. Pasteur Rido Komi. Non, c'est vrai enfin, je suis honnête, quand il s'agit de parler, dire des choses telles qu'elles sont, j'ai mon regard franc et sincère. Bon, le retrait de la CEDEAO pourra avoir quand même quelques conséquences, quelques conséquences directes, parce que des conséquences allons à court, à moyen et à long terme. Bon, donc je crois qu'il va falloir qu'on mûrit bien cet aspect-là, parce que c'est une grande décision, de grande portée. Et je crois que ça aussi, parce que la CEDEAO aussi va vouloir analyser un peu son domaine d'action, regarder un peu le Mali, essayer de voir. C'est-à-dire, tout est politique, tout est politique. C'est des petites, on va dire que c'est une petite manifestation, mais c'est des manifestations qui a donné quand même foule. Et ça aussi, ça dit beaucoup, ça parle, ça s'exprime. C'est une manière de s'exprimer par rapport à la CEDEAO. Et la CEDEAO aussi va essayer de vouloir équilibrer la balance. Donc c'est des manifestations vraiment politiques qui peuvent quand même qui pouvaient quand même porter des fruits. Bon, donc il faut vraiment mûrir vraiment profondément cette procédure qu'on va entamer pour pouvoir se retirer. Pour le moment, les autorités maliennes sont restées muettes. Vous êtes pour ou bien vous êtes pour un dialogue? Non, moi, la situation, c'est... Je ne suis pas contre. En plus, c'est un peuple qui s'exprime. Je prendrai acte, mais comme je l'ai déjà dit, il faut quand même... Les portes de dialogue ne sont pas quand même totalement fermées entre la CEDEAO et le Mali. Les portes sont là. Bon, donc il revient aux Maliens de décider ce qui leur sera convenable. Bon, du coup, quand on revient aujourd'hui, c'est que la situation du Mali, la Cour de la justice de la CEDEAO a bien vu. Parce que nous avions dit que c'était de l'injustice. C'est la Cour de justice de l'UEMOA. De l'UEMOA, nous l'avions dit que c'était une injustice qu'on était en train d'infliger au peuple malien. Parce que c'est des décisions qui ne se figuraient nulle part au sein de la Cour de la CEDEAO. Il y a on vous écarte, on vous éloigne, vous êtes sous sanction, mais pas des sanctions économiques. Vous êtes éloigné de sphère de décision de la CEDEAO jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Ce n'est pas le cas. Donc on est allé trop loin avec l'UEMOA, on a couplé le sommet CEDEAO-UEMOA qui a eu lieu dans un pays anglophone qui n'a rien à faire avec le franc CFA. La décision de l'UEMOA qui semble ne pas être appliquée par la CEDEAO, et quelle leçon elle a donnée? S'il y a une décision judiciaire qui est prononcée et qu'on ne peut pas l'appliquer, mais je ne vois pas ce que la CEDEAO peut donner aux autorités, que ce soit du Burkina, du Mali ou de la Guinée. Parce que le fait de ne pas obéir, vouloir appliquer la décision de la Cour de justice de l'UEMOA, la CEDEAO est en train de nous laisser un précédent fâcheux qui va l'attraper plus tard. Et nous serons en train de tout le temps réitérer, rappeler ça à la CEDEAO qu'il y a une décision qui demande la levée de la suspension des sanctions économiques contre le Mali. Et donc je crois quand même que la CEDEAO ne donne pas un bon exemple. Si elle veut s'entêter, s'obstiner à aller dans ce sens, à maintenir la suspension, l'histoire nous le dira. Alors, je vous lis cet extrait de Jean-Claude Cassibrou, président de la commission de la CEDEAO. Les chefs d'État ont décidé qu'ils étaient disposés à prévoir une prolongation de la transition au Mali dans une fourchette de 12 à 16 mois. En ce qui concerne la CEDEAO, les sanctions sont maintenues. C'était à la sortie de leur rencontre d'Accra. Alors, fourchette de... C'est le diplomate de la France. C'est ça, non, Jean Cassibrou? De 18 mois. Le président de la commission. Non, c'est lui, il est aussi un diplomate de la France. Oui. Je disais... Est-ce qu'on ne peut pas trouver un consensus? On l'a déjà dit, de 18 mois finalement entre les deux parties. Oui, bon, si l'on s'en tient au propos de Robert Doucet, vous savez, dans cette crise malienne... Il faut aider le Mali. C'est ça ce qu'il a dit. Il joue véritablement un rôle très important par le biais de son chef de diplomatie, Robert Doucet, et qui a été véritablement... Il a dit clairement que Assimi Goïta est favorable à discuter. Il n'est pas trop tacite sur ce qui est dit les 2 ans et que la CEDEAO conteste.
et la CEDEAO veut maintenir les 18 mois au plus pour cette transition-là. Mais contrairement à lui, son premier ministre, Choguel Maïga, a dit lors de cette manifestation que les 2 ans sont non négociables. Non, vous savez, Choguel Maïga, il est devenu, disons... Le chouchou Non, c'est des Maliens. C'est l'élément perturbateur même. Non, pardon. C'est pas lui qui plombe. Non. Il est le chef du gouvernement. Non, il n'est pas perturbateur. Et j'ai toujours dit, les situations d'instabilité que nous avions connues dans nos pays sont entretenues par les politiques. Sans quoi, si tel que la politique au niveau du Mali devait être unie et savoir que d'abord c'est leur rôle, je pense qu'aujourd'hui on ne végéterait pas dans cette situation que le Mali connaît aujourd'hui. C'est justement parce qu'il y a eu des scissions qui entretiennent l'amalgame et entretiennent le flou aux côtés des pougistes. Et c'est ce qui les arrange. Voyez-vous, c'est ce qui les arrange. C'est pourquoi nous sommes arrivés à cette situation. Moi, donc je dis aujourd'hui tout ce que dira Choguel Maïga. De toutes les façons, cela ne me nullement pas la CEDEAO. Et d'ailleurs, même les politiciens, beaucoup en parlent. Parce qu'à partir du moment où vous ne savez pas lire peut-être la politique, vous pouvez être d'accord sur quelqu'un qui le fait. Justement parce qu'il sait que peut-être lorsqu'on organisera les élections, il n'a pas de code de popularité pour briser. L'achat de la transition, même la phase de transition ne lui permet pas. Ceux qui ont dirigé la transition. Bien sûr. C'est quelqu'un qui ne sait pas véritablement imprimer une marque digne de ce nom d'un politicien de rang comme on l'a connu avec les Bobey Maïga, les des personnalités. Donc il veut profiter de la situation pour peut-être se donner un semblant d'étoffe qui n'a jamais panafricain surtout. Qui n'a jamais eu. Et moi je pense que c'est dangereux. Voilà pourquoi d'ailleurs même c'est lui aujourd'hui qui essaie de faire à ce qu'on puisse donc écarter tous les politiciens qui ont des voix dissonantes à l'égard de cette junte-là. Or, ce qui exprime aujourd'hui les politiciens, ils sont dans leur rôle. C'est pourquoi moi je dis aujourd'hui, on peut les accuser de n'importe quoi. C'est vrai que les politiques, ils sont dans leur rôle. Ils sont faits pour ça. Donc on ne peut pas aujourd'hui, du jour au lendemain, décréter le fait que voilà, les politiques, c'est eux qui ont entretenu la fausse route et qu'on en est arrivé là. Et vous pensez que la jeune pour voir clair, serait obligée peut-être un jour de se débarrasser de Choguel Maïga? Oui, je veux bien croire, si je m'en tiens au propos de Robert Doucet, qu'il faudrait quand même qu'il a compris que le gars ne l'amènera jamais au bon port parce que quelque part, ce que va attendre Assimi Goïta à partir du moment où son nom a déjà été écorché avec 2 coups d'État, il faudrait quand même qu'il puisse sortir par la grande porte. Et sortir par la grande porte, c'est véritablement poser des actes qui vont dans le sens de l'intérêt général, ce qu'on ne constate pas aujourd'hui. On l'a vu où le passé essaie de faire aujourd'hui. Je parlais du poids des sanctions de la CEDEAO sur le Mali, etc. On me parlait du sucre, etc. Or, aujourd'hui, ce sont des gens, Choguel Maïga, qui ont entretenu des gens qui font donc de la contrebande, et non seulement pour permettre à la population de vivre, mais quand même pour s'enrichir davantage. Pour s'enrichir davantage. Tout ce qui, non, je ne peux pas accepter ça. Tout ce qui sort aujourd'hui des autres frontières pour le Mali sont des choses sorties régulièrement. Régulièrement. Donc il ne faut pas parler de la contrebande. Non, je ne peux pas accepter ça pour mon pays. Pour mon pays, le Mali. Parce que j'estime, c'est vrai, vous l'avez dit. Pourquoi vous voulez rester toujours dans ce prisme de poids de sanctions sur le Mali, alors que les Maliens sont fiers de subir... Certains Maliens, pasteur. Non, oui, en tout cas, des Maliens sont fiers, la majorité des Maliens sont fiers, la majorité des Maliens sont fiers de subir tout ça là, pour imposer leur souveraineté. Les gens ne parlent pas, et c'est justement parce que quelle est la différence entre le Mali et les pays francophones et certains pays francophones dont les chefs de l'État sont élus? Des dirigeants régulièrement élus qui ne respectent pas les dirigeants. Non, donc la démocratie, nous avons des débats. Non, je crois que tu es le directeur de publication de la vision d'Afrique. J'aurais voulu que ta vision soit une vision qui soit favorable au panafricanisme pour ne pas adopter ou bien supporter ce que la France et les autres nous dictent. Non, et la CEDEAO nous dit il faut être honnête. Non, il faut être honnête. Et
subi et plaider, hein, pourquoi pas être solidaire avec ce peuple malien. C'est le peuple malien. C'est le peuple malien. Non, c'est le peuple malien. Les sanctions non. Du Mali. Non. Moi, je pense que ces sanctions-là peuvent être levées. Et quand une justice en décide que cette sanction est injuste, la CEDEAO se plaît dans son truc là pour ne pas respecter la décision de la justice. Je dis c'est un précédent fâcheux et la CEDEAO en tirera les conséquences. On peut aller sur le Togo. On peut aller sur le Togo. On peut partir au Togo. On peut aller sur le Togo. Et parler de l'Union des forces de changement. Qu'est-ce qui se passe concrètement, Adama Djoronou? On vous retrouve parce qu'il y a une crise ouverte au sein du bureau directeur. Oui, depuis un moment, on a constaté qu'il y a donc une fraude qui s'agite au niveau de la gouvernance, sinon de l'équipe dirigeante donc de l'UFC. Une équipe, cette fraude-là est animée par l'ancien ministre des Affaires étrangères, Elliott Théorin, et le président national, s'il faut le dire ainsi, représenté par un nombre très représentatif du bureau national, en l'occurrence Sénat Alipu, qui fut donc le président du groupe parlementaire aujourd'hui, il est, je pense, 4e vice-président de l'Assemblée nationale, mais continue par parler au nom du bureau exécutif, puisque lui-même également faisant partie du bureau exécutif. Donc, Elliott Théorin veut s'accaparer donc de la tête de l'UFC au détriment de tous les tests, puisque aujourd'hui, il n'y a pas d'assemblée générale qui lui donne pouvoir ou plein pouvoir de pouvoir diriger les instances du parti. Et on l'a constaté, le coup est arrivé au moment de la présentation des listes lors des élections des membres de la CENI, où l'UFC est venu avec deux listes. Une liste présentée par Elliott Théorin et une liste qui a été la liste officielle présentée par le 4e vice-président Sénat Alipu, qui fut, comme je le rappelais, donc le président du groupe parlementaire UFC. Et après avoir tranché, on a constaté que c'est le groupe Sénat Alipu qui l'a affronté, donc c'était sa liste qui est passée pour être où l'UFC a été donc élu au niveau de la CENI. Donc c'est pour dire aujourd'hui, le bureau a sorti un communiqué rappelant donc Elliott Théorin à la raison. Certains même commandent par émettre des craintes sur une exclusion de l'homme de l'UFC si tel que ces attitudes-là continuent. Mais lorsque vous poussez plus loin, est-ce que quelque part, s'il n'y a pas eu une prise de langue entre lui et le président national, puisque jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne n'a la version réelle du président national, Dr Gilles Kisolo, sur la question. Est-ce que personne n'a aussi justifié le fait que, est-ce qu'on lui a donné pouvoir ou on ne lui a pas donné pouvoir, mais quand même ça surprendra qu'on puisse donc unilatéralement donner pouvoir à Elliott Théorin de pouvoir s'exprimer au nom du parti ou pratiquement prendre la présidence du parti sans concertation ou sans, puisque c'est l'Assemblée générale qui arrive évidemment donc à déléguer ce pouvoir-là à une tierce personne. Donc je pense que Elliott Théorin veut déchirer encore ce qui reste. Le reliquat. Oui, bon, on peut le dire ainsi parce que je lui concerne véritablement dans le monde. Puis aussi, il faudrait encore arriver à pouvoir tirer encore des membres de ce qui reste du gouvernement de l'USC. Pratiquement, ce qui reste, c'est pratiquement un reliquat, comme il le dit. Personne ne souhaiterait encore qu'il y ait donc des gens qui vont se retirer de ce parti-là. On se poserait la question ce qui resterait de ce parti-là. Donc je pense qu'il faudrait que le bureau, comme ce communiqué-là l'a dit, parce qu'ils sont assez représentatifs, puisse donc décider de son sort, le rappeler à l'ordre, puisqu'il puisse savoir sa place. C'est vrai qu'il est deuxième vice-président, ce que je sache, mais cela ne lui donne pas le statut qu'il faut pour véritablement décider au nom du parti. Il faudrait quand même qu'il concède le bureau national avant toute prise de décision. Alors, qu'est-ce qui divise tant, selon vous, Pasteur Edo Komi, le bureau national, au point d'agir sur les militants de base? Les intérêts. Les intérêts, de l'argent. De l'argent parce qu'il était question de positionner les membres de la CENI, oui, qui vont être rémunérés. Donc, il y a des contreparties. Naturellement, il doit y en avoir. D'abord pour le parti et pour ceux qui, les bienfaiteurs. Et pour les bienfaiteurs. Et du coup, vous savez, quand il y a intérêt, on est prêt à tout. C'est une bonne question, puisque la politique. on est prêt à tout, c'est les intérêts. Mais la question que je me pose, quelle est la place de Sénat Alipu au sein du bureau? Le bureau en place, quelle est sa place? Ou bien, il se sert de son poste du 4e président de l'Assemblée. Non, il est aussi dans le bureau exécutif. Je pense que le 3e, 4e. Non, voilà, j'en viens quelque part, j'en arrive.
Et c'est très pertinent. Tu vas voir tout à l'heure. Tu vas voir tout à l'heure. Parce que quelle est sa place? Ou bien il se sert de son poste du quatrième vice-président de l'Assemblée nationale pour agir, ou bien il a une bénédiction de la part du président, du docteur G.K. Olympio. Puisque s'il est le quatrième président, le quatrième vice-président du bureau, alors qu'il y a le deuxième. Est-ce qu'il y a le deuxième qui est Elliott? En principe, si le premier vice-président n'est pas là, ne sont pas là, c'est hiérarchiquement cela. Bon, on ne voit pas le rôle. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est écrit? Est-ce que G.K. a donné sa parole pour que Sénat allait plus? Ou bien... Vous pensez qu'on doit l'écouter, Gilles Christo Olympio, parce que... Bon, mais bien sûr, jusque-là, on doit l'écouter. Parce que quand vous prenez l'organigramme, Elliott est bien placé puisque Sénat allait plus. Sénat allait plus. C'est vrai qu'il est le quatrième vice-président de l'Assemblée nationale, mais ça ne lui confère pas la direction intérimaire. C'est ça le terme, la direction intérimaire de l'UFC. Et donc, soit, comme il est à l'Assemblée nationale, il a le pouvoir, il a le soutien du parti au pouvoir, il aurait. Je veux bien être. Voilà, il aurait. C'est mieux. Il aurait. Il aurait le pouvoir du parti au pouvoir avec qui il est tout le temps. Et d'ailleurs, ça a marché. L'UFC a eu deux membres. Deux membres. Pourquoi ne pas donner un au candidat d'Elliott et donner un pour départager. Si on prend effet et cause pour la liste de Sénat Alipuy, donc c'est dire que Sénat Alipuy est devenu le premier vice-président du parti par rapport au docteur G.K. qui présentement, évidemment, ne peut plus donner grand-chose aujourd'hui. Bon, donc c'est la bataille pour la succession qui commence. Oui, c'est la bataille pour la succession qui se commence. Mais, comme je l'ai dit, depuis 2010 déjà, les gros ténors de l'UFC sont partis. Avec Jean-Pierre Fabre, l'équipe de Jean-Pierre Fabre pour l'ANC. Et ce qui reste n'était plus grand-chose. Le parti a tenté de survivre. Hein. C'était une tentative de survie, mais qui est toujours confronté à des crises internes qui finalement enlève le reliquat. Il n'y a plus grand-chose aujourd'hui. Parce que quand on parle de l'UFC aujourd'hui, en tout cas, tous les Togolais, même jusqu'au nom, disent, mais est-ce que ça existe encore? C'est la question qu'on se pose. Parce que l'UFC aujourd'hui n'est plus ce parti-là dont les Togolais, enfin, qui inspire les Togolais par rapport à quelque chose de demain. Bon, donc, cette crise-là, mais il faut quand même sauvegarder. S'il y a quelque chose encore sauvegarder. Maintenant, est-ce que le docteur, que c'est le président national, le président emblématique de ce parti, ne parle plus? N'a plus le truc de parler, ne s'exprime plus, ne peut plus écrire. Peut-être que sa réaction pour dire quelque chose. Mais il faut reconnaître aussi, il y a aussi un professeur, un docteur aussi, j'ai oublié un peu son nom, un docteur aussi qui est membre. Le docteur Gada. Oui, le docteur Gada aussi qui est là, dont on ne connaît pas. Non, il a véritablement jeté l'éponge. Ah, il a jeté l'éponge. Donc il n'est plus de ce parti. Moi, je crois quand même que l'UFC est en train de finir comme ça. Et si tout est bien fait, comment faire même des élections pour que l'UFC puisse avoir un représentant à l'Assemblée nationale? C'est la question. Alors, Adam Majorno, est-ce que le parti est en train de payer son accord historique avec le RPT qui n'a rien donné? Je pense que c'est ce qui était expliqué par le passé pour justifier en réalité le fait que l'UFC bat de l'aile. Et jusqu'aujourd'hui, et d'ailleurs même qui a conduit à la scission de l'ANC avec ce parti. Et jusqu'alors, je pense que lorsque vous posez la question même aux membres de l'UFC, ils diront la même chose. Même si certains tentent d'occulter la question, je pense qu'aujourd'hui, c'est la motivation réelle qui a conduit au fait qu'aujourd'hui, l'UFC batte de l'aile. Parce qu'on sait qu'après les élections législatives que nous avions connues, qui ont permis à l'UFC de pouvoir engranger quelques voix et d'occuper donc le chef de file de l'opposition, avec, je pense, 6 députés, ce ne serait pas évident si tellement l'ANC participait donc aux élections. Ces élections. Et aujourd'hui, je pense que l'UFC peut se réjouir de ce passage-là et continuer par de ce boycott des élections par l'opposition. Surtout, moi, je pense que le pasteur a dit quelque chose de très important. Je pense que hiérarchiquement, parce qu'on ne peut pas se prévaloir d'un poste au niveau de l'Assemblée nationale pour diriger ou pratiquement le parti, défier le bureau national. Élu par l'Assemblée générale. Oui. Donc je pense que Elliott Orin
est bien placé. Cette posture a été bien représentée pour... Peut-être que Honorable Sénat Lupu a l'onction également du président du parti. Non, ce n'est pas l'onction. Sur l'onction. Sur l'onction. Parce qu'il n'y a que le président qui sortira une note pour départager les deux. À partir du moment où il ne s'est pas exprimé, chacun y va de ses relations pour faire passer. Et que le bureau est toujours en poste, Voilà. le bureau est toujours là. De toutes les façons, on l'a pas. Et ils n'ont pas, je ne pense pas qu'ils ont aussi mandat. L'Assemblée nationale doit être convoquée par le président national ou par le bureau. Aujourd'hui, lorsqu'on dit la mise en garde adressée à Elliott Ovi, moi je pense que. Qui l'a fait? Elle est une lutte des faits, puisqu'il n'y aura pas d'effet à partir du moment où il n'y a pas une assemblée générale qui peut donc disqualifier Elliott Ovi de son poste de deuxième vice-président, où il avait plus la primauté à pouvoir s'exprimer au nom du parti que Sénat Lupi qui occupe. Est-ce qu'il faut l'exclure? Oui, bien sûr. Donc je pense que la bonne réponse à cette crise-là serait véritablement si telle que l'UFC devait faire passer 2 personnes ou 2 représentants au niveau de la CENI, c'était quand même une personne de ce côté, également. Pour être juste. On aurait quand même porté, joué. On aurait rendu un service à ce parti. À ce parti-là que de pouvoir dans le diviser. Ça a contribué à diviser davantage. À déchirer davantage. Ça a contribué à déchirer davantage davantage le parti. Et personne ne peut même exclure Elliott aujourd'hui de l'UFC. Quelle assemblée? Comment ça va se faire? C'est le président? Est-ce qu'il a le pouvoir lui seul? Justement, parlant du président, Pasteur Edo Komi, est-ce qu'il en est pour quelque chose? Parce que beaucoup l'accusent de refuser de passer derrière le rideau, nonobstant le poids de l'âge. Oui, mais il doit céder. Il doit passer le témoin. Il doit passer le témoin depuis la dernière Assemblée générale à quelqu'un qui est plus en bon point, bien sûr, qui jouit encore de ses sens. Il ne l'a pas fait. Donc là, il veut mourir à la tête du parti. Hein. Il tend vers, parce que là où on en est aujourd'hui, personne ne sait. Donc il va mourir à la tête du parti. Et vous savez, comme c'était pareil pour le cas. Le cas a passé, a traversé le désert. Actuellement, une zone de turbulence. A traversé le désert, pendant ces deux dernières années. Et je crois que c'était des temps où il y a une sortie qui peut commencer par peut-être donner une lueur d'espoir à ce parti. Donc je crois qu'il faut quitter les choses avant que les choses nous quittent. Aujourd'hui, ce n'est pas même en agonie aujourd'hui, c'est ça le terme, en agonie aujourd'hui, est-ce qu'il peut encore donner sa dernière parole, hein? Si oui, il n'a qu'à le faire. On n'a qu'à le conseiller à le faire et à rendre le tablier et à organiser peut-être rapidement une assemblée générale et qu'un bureau élu soit mis en place. Sinon, juste après sa mort, ça va être vraiment ce serait une catastrophe de tiraillement et l'UFC risque de partir définitivement comme ça, même si on nous dit qu'il y a des élus, que ce soit au niveau de la collectivité territoriale ou au niveau de l'Assemblée nationale, ce n'est pas exactement ça. Donc l'UFC a tout perdu et relancer ce parti aujourd'hui sur le sphère de la politique nationale, ça va être très difficile et vraiment c'est dommage pour l'UFC. L'UFC, quand on dit l'UFC, dans les années antérieures, ça mobilise jusqu'en 2010. Mais dommage qu'on en est là aujourd'hui. Est-ce que les deux rivaux, c'est ça non? Les deux rivaux peuvent se comprendre. Oui, les deux rivaux peuvent se comprendre pour pouvoir garder quelque chose de ce parti. Ça va être très difficile, étant donné que les deux membres ont été élus à la CENI d'un seul côté. Donc je crois que l'injustice est faite et Elliott sera en train peut-être de penser autrement. Parti historique l'UFC est ce parti historique-là qui a mobilisé. Qui prône le concept Ablori Badja. Et d'abord dans le cas de la plupart des partis politiques au Togo. C'est dangereux, ça vous a dit, l'unité en ce qui concerne même la concertation n'y est pas. Et moi je me dis la déliquescence de l'UFC risque de s'exacerber si tel est qu'on continue pas focaliser les regards sur des questions d'intérêt. Puisque ici ce sont des questions d'intérêt et pécuniaires. Or, personne ne se préoccupe à pouvoir véritablement donc racoler les brèches d'un parti politique qui puisse continuer par résister, même si c'est 2, 3 députés qui peuvent tenir dans le temps. Voilà, il faudrait véritablement penser à pouvoir faire
régénérer ce parti-là dans le temps. On sait que ça va être très difficile avec ce que nous constatons au niveau des partis politiques aujourd'hui, mais il faudrait quand même qu'on puisse donc conserver ce qui peut l'être encore, que de pouvoir continuer par renforcer le coup pour la déliquescence de ce parti. Votre carton, pasteur Edo Komi, nous sommes presque au terminus. Carton jaune, je ne veux pas dire rouge. Ça, c'est avertissement. Jaune au gouvernement togolais. Par rapport à la gestion de la crise éducative. Nous voulons voir nos enfants à l'école. Nos enfants ne doivent plus être dans les rues. Par le passé, nous avons vu ce que a donné messieurs les membres du gouvernement, madame le Premier ministre, monsieur le chef de l'État, vous avez encore le dernier mot pour régler cette crise. Et je vous fais confiance. Adam Adjaranou. Oui, mon carton, il est vert et je l'adresse au ministre de l'enseignement primaire et secondaire, le professeur. Catastrophe. Il prend pour toujours le fait votre qu'il continue par égrener les grands aspects de ce que serait donc notre éducation de qualité demain. Et hier, il a eu donc à lancer un projet pour la construction d'un peu plus de presque 400 classes dans ces 3 régions. Dans mon veau natal. Dans mon veau natal. Ça a été dans mon veau natal. Oh, Babaré. Et je pense que ce gouvernement l'a dit. Babaré. Que si c'est que nous voulons voir nos enfants dans les classes, il faudrait quand même que nous commençons par les éduquer. Et je salue au passage, quand bien même que le carton ne lui est pas décerné, le ministre de la Sécurité, qui a eu à faire des mises en garde aux parents, donc il appartient aux parents de pouvoir mieux éduquer, parce qu'on n'a pas envoyé nos enfants pour aller apprendre. Il a fait une sortie. Le ministre de la Sécurité a fait une sortie juste. Et le juge. Donc, une sortie sage. Et le juge. Et donc, les enfants ne vont pas aller apprendre à devenir des grands manifestants. C'est pas ce que nous voulons pour nous. Que les enfants qui seraient. Qui restent en classe, la solution va venir. Plaide pour les enfants, plaide pour la cause des enfants qui seraient en prison à Tandouaré, qui soient libérés. Que ces enfants soient libérés. Que ces enfants soient libérés. Merci beaucoup. Que ces enfants soient libérés. Carton vert donc à tous ceux qui luttent pour un monde meilleur au Togo, en Afrique et ailleurs. Merci pour votre fidélité légendaire. On se retrouve la prochaine fois. Merci à Adam Adjaranou, directeur de publication de Vision d'Afrique, au pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. À très bientôt.